Veuve et solitaire dans son imposant manoir, il ouvrit la porte à une femme affamée, le suppliant de nettoyer sa maison en échange d'un repas. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de l'enfant qu'elle portait, à cet instant dévastateur, son empire de solitude s'effondra comme un château de sable. Son cœur reconnut un secret que le passé refusait d'enterrer, et plus rien ne serait jamais comme avant. Avant de commencer cette histoire émouvante d'amour, de pardon et de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire incroyable. Et dans les commentaires, dites-moi, croyez-vous aux secondes chances en amour? Laissez votre opinion. Maintenant, préparez vos mouchoirs et place à l'histoire. Le soleil du matin pénétrait à travers les murs de verre du manoir d'Armand, inondant le salon d'une lumière blanche et implacable qui exposait chaque imperfection. Pour la plupart des gens, ce serait une belle journée prometteuse. Pour Armand, c'était juste un jour de plus d'une clarté cruelle qui révélait le vide caverneux de sa vie. Chaque rayon de soleil semblait être un projecteur impitoyable sur la poussière invisible qui dansait dans l'air, sur l'absence assourdissante de rire, sur le silence monumental et oppressant de la maison qui ressemblait davantage à un mausolée. Aujourd'hui, le silence était encore plus lourd, presque palpable. Cela faisait exactement 3 ans que sa femme Hélène avait quitté ce monde. Il se tenait debout, paralysé, devant un grand cadre photo numérique posé sur la cheminée en marbre italien. Les images d'Hélène défilaient en boucles silencieuses et hypnotiques. Hélène souriant radieusement sur un bateau au large de la côte italienne. Hélène coupant avec élégance le ruban d'inauguration d'une nouvelle aile de l'hôpital qu'ils avaient financée ensemble. Hélène, éblouissante le jour de son mariage, les yeux brillants de bonheur et d'ambition. Elle avait été une bonne femme, sans conteste, une partenaire en affaires brillante et stratégique, l'architecte sophistiqué d'une grande partie de sa vie sociale et professionnelle. Elle lui manquait, d'un manque poli, respectueux, presque cérémonial. Mais s'il était brutalement honnête avec lui-même, la douleur qu'il ressentait était celle d'un homme qui a perdu une complice précieuse, pas celle d'un homme qui a perdu son âme sœur. Parce que son âme, il l'avait laissée derrière lui dans une petite ville de campagne poussiéreuse, 9 ans plus tôt, entre les mains d'une autre femme. Le soleil éclatant dehors ne lui rappelait pas l'Italie glamour avec Hélène. Il lui rappelait un autre soleil, un soleil plus chaud, plus brutal et implacable, le soleil qui frappait sans pitié les rues en terre battue de son village natal. Et ce soleil ardent lui rappelait inévitablement Jeanne. Il ferma les yeux avec force et le souvenir, son ennemi le plus fidèle et le plus cruel, l'assaillit violemment. Il se revit à 25 ans, un jeune homme mince et affamé, les mains calleuses par le travail acharné et des rêves bien plus grands que ses poches vides. Et il vit Jeanne, avec ses 19 ans radieux, ses longs cheveux noirs et soyeux, sa peau hâlée par le soleil, son sourire qui semblait porter toute la lumière et tout l'espoir du monde. Ils étaient assis au bord d'une rivière aux eaux calmes, partageant une bouteille de soda tiède, planifiant avec des yeux brillants une vie qu'ils n'auraient jamais. Leur amour était la seule chose vraiment précieuse qu'ils possédaient dans cette vie de privation. C'était un amour désespéré et pur, forgé dans la pauvreté absolue, une petite barque fragile essayant de survivre dans un océan violent de difficultés. Puis vint l'opportunité qui allait tout changer. Une bourse d'études rare dans une université prestigieuse de la capitale lointaine, un programme de stage dans une entreprise technologique qui promettait l'impossible. Le rêve d'une vie meilleure version française. C'était sa seule chance réelle d'échapper à la vie de travail harassant qui l'attendait patiemment. La même vie cruelle qui avait mené son père à l'épuisement et à une mort précoce. Les adieux furent la chose la plus déchirante et la plus difficile qu'il ait jamais faite de toute sa vie. « Je reviendrai, Joe », avait-il promis avec ferveur, utilisant le surnom intime qu'elle seule lui donnait. C'était son deuxième prénom, Joseph, que personne d'autre n'utilisait. « Je le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré en ce monde. J'étudie, je trouve un bon travail et je reviens en courant pour qu'on se marie et qu'on soit heureux. » Les promesses, le vent les emporte, Armand, avait-elle répondu avec une sagesse au-delà de son âge, les yeux pleins de larmes tenaces qui refusaient de couler, comme si tomber signifiait admettre la défaite. Le monde là-bas est grand et impitoyable. Il avale les gens comme nous sans même mâcher. Il ne m'avalera pas et je ne t'oublierai jamais, jura-t-il avec conviction, lui prenant le visage entre ses mains. Il l'embrassa une dernière fois, lentement, essayant de mémoriser chaque sensation. Le goût du baiser était mêlé au sel amer de ses larmes. Il monta dans le car le cœur brisé
et regarda en arrière par la fenêtre embuée, gravant dans son âme l'image d'elle, debout, seule dans la poussière de la gare routière, agitant désespérément la main jusqu'à ce qu'elle ne devienne qu'un minuscule point à l'horizon lointain. Le monde, en effet, l'avala tout entier. La capitale, avec sa vitesse hallucinante, son ambition débridée, sa promesse séduisante de pouvoir, fut un tourbillon qui l'aspira sans pitié. Il travailla comme un forçat, étudia jusqu'à l'épuisement, dormit peu, très peu. Il rencontra Hélène à l'université. Elle était la fille d'un industriel puissant, intelligente, sophistiquée, froide et calculatrice. Et elle vit en lui la même faim insatiable qui l'animait, la même détermination brutale. Ils devinrent des partenaires implacables en affaires et finalement dans la vie. La promesse sacrée qu'il avait faite à Jeanne devint progressivement un souvenir de plus en plus lointain et nébuleux, un rêve romantique d'une autre vie, d'un autre homme, recouvert par la réalité impitoyable des contrats millionnaires, des tableurs interminables et de l'éclat froid et séduisant du succès matériel. Il se répétait sans cesse que Jeanne méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un de présent qui ne la ferait pas attendre des années. Il se disait qu'elle avait déjà dû l'oublier complètement, trouver un autre amour. Et avec ce mensonge confortable répété 1000 fois, il construisit méthodiquement son empire milliardaire et sa nouvelle vie polissée sur la tombe profonde et oubliée de son premier et unique véritable amour. Le son strident de la sonnette l'arracha brutalement à ses souvenirs douloureux, un son aigu et insistant qui brisa la sainteté silencieuse de son deuil privé. Sa gouvernante, Madame Marguerite, une femme sévère et efficace, qui avait été loyalement dévouée à Hélène et gérait maintenant la maison avec une efficacité quasi militaire, n'était pas là. C'était son jour de congé sacré. Profondément irrité par cette intrusion indésirable, Armand traversa à grands pas le hall d'entrée grandiose. Qui que soit ce visiteur importun, il serait renvoyé rapidement et avec une froideur aristocratique. Il ouvrit la lourde porte avec une impatience mal dissimulée. Le soleil de midi l'aveugla temporairement. Lorsque ses yeux s'habituèrent enfin à la clarté violente, il vit la scène qui allait définir irrévocablement le reste de son existence. Debout sur son seuil, sous le soleil fort et impitoyable, se tenait une femme qui semblait tout droit sortie de ses souvenirs les plus douloureux et les plus enfouis. Elle était dangereusement maigre, les épaules courbées par le poids insupportable de la fatigue, le visage profondément marqué par un épuisement qui allait au-delà du physique. Elle tenait fermement la main d'une fillette, une petite fille d'environ 8 ans, aux cheveux sombres en désordre et aux yeux effrayés et méfiants qui se cachait instinctivement derrière les jambes protectrices de sa mère. Toutes deux portaient des vêtements simples et bon marché, propres mais visiblement usés par le temps et l'usage excessif. Des raccommodages discrets ici et là racontaient des histoires de lutte. La femme leva son visage fatigué et le cœur d'Armand cessa littéralement de battre pendant un instant interminable, même avec les rides profondes d'inquiétude marquées sur son visage, avec la peau abîmée par le soleil et la souffrance, avec l'éclat juvénile de la jeunesse complètement disparu, il la reconnut instantanément. C'était comme être frappé de plein fouet par la foudre. Jeanne, elle, cependant, ne le reconnut pas immédiatement. L'homme qu'elle avait connu et aimé était un jeune homme mince et maladroit, aux mains rudes marquées par le travail et aux cheveux rebelles au vent. L'homme devant elle était une forteresse imposante, plus âgé, significativement plus fort, les cheveux coupés avec une précision impeccable, le visage parfaitement rasé, portant des vêtements décontractés qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en une année entière de dur labeur. Pour elle, il n'était qu'un étranger riche et intimidant, le propriétaire inaccessible de cette maison qui ressemblait à un palais de contes de fées. Poussée par le désespoir absolu qui l'avait menée jusque-là, frappant de porte en porte, elle parla enfin. Sa voix était basse et tremblante, mais toujours chargée de la force indomptable d'une lionne luttant désespérément pour son petit « Monsieur, bonjour. Pardonnez mon immense audace de frapper à votre porte ainsi, sans prévenir. Je m'appelle Jeanne. Ma fille et moi, nous traversons une très grande difficulté. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je ne demande pas l'aumône, monsieur. S'il vous plaît, croyez-moi. Je demande une chance, un travail honnête, n'importe quoi que vous puissiez m'offrir. » Elle regarda la façade impeccable et intimidante de la maison, les jardins parfaitement entretenus par des jardiniers professionnels. « J'ai vu la taille de votre maison, monsieur. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelqu'un pour aider au nettoyage, à l'entretien. Je suis très travailleuse. Je peux laver, repasser, cuisiner, m'occuper du jardin, tout ce qui est absolument nécessaire.
Elle ravala sa fierté avec difficulté. « Je n'ai pas besoin de salaire pour l'instant, monsieur. Juste une assiette de nourriture pour nous deux. Et un endroit un minimum sûr pour qu'elle puisse dormir cette nuit. Juste ça, s'il vous plaît. » Armand était physiquement et complètement incapable de répondre. Ces mots étaient un écho déformé et cruel de leurs anciens rêves partagés. Notre maison, notre vie ensemble. Et elle était là, la femme à qui il avait promis une vie de bonheur, demandant humblement de nettoyer sa maison en échange de nourriture. Juste de la nourriture. La culpabilité était un poison violent qui lui montait rapidement à la gorge, l'étouffant, lui coupant le souffle. 12 années entières de succès fulgurant, de richesse obscène, de pouvoir absolu. Tout s'effondra instantanément à ce moment dévastateur, révélant avec brutalité l'homme qu'il était réellement sous le masque du milliardaire. Un déserteur, un menteur, un lâche. L'architecte cruel et inconscient de la misère absolue de la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée dans sa vie. « Jeanne !» Il réussit enfin à murmurer, la voix à un son brisé et méconnaissable même pour lui-même. En entendant son nom prononcé avec une familiarité intime et troublante, qui ne devrait pas appartenir à cet homme inconnu, à cette maison ostentatoire, à cette vie de luxe, Jeanne le regarda enfin avec une attention concentrée. Elle scruta intensément son visage mature, analysa ses yeux, et sous le masque cher et poli du milliardaire prospère, elle commença progressivement à voir et à reconnaître les traits inimitables du jeune homme, qui hantait cruellement ses nuits d'insomnie depuis tant d'années. La forme unique de ses yeux, la manière particulière dont sa bouche se courbait, même maintenant dans la douleur, la ligne de sa mâchoire. Sa mâchoire tomba, sa bouche s'ouvrit sous le choc. L'air s'échappa violemment de ses poumons, dans un soupir aigu d'horreur et de reconnaissance. Ses yeux sombres s'emplirent instantanément d'une douleur ancienne et profonde, d'une trahison monumentale que tout le temps du monde n'avait pas guéri, ni même soulagé. « Non, ce n'est pas possible !» balbutia-t-elle incrédule, faisant un pas instinctif en arrière, tirant sa fille protectricement avec elle. « Ce n'est pas possible !» Mais ce fut la fillette innocente et inconsciente de la tempête émotionnelle des adultes qui scella le destin de tous. Effrayée et confuse par la tension électrique croissante entre les adultes, la petite Clara leva son délicat minois et regarda directement Armand avec une curiosité enfantine. Et il vit ses propres yeux se refléter vers lui, la même couleur exacte, la même forme distinctive, la même intensité pénétrante. C'était littéralement comme regarder dans un miroir magique du temps, se voyant lui-même enfant. Il regarda la fillette effrayée, une fillette d'environ 8 ans. Il avait abandonné Jeanne 9 ans auparavant. Le calcul était brutalement simple et indéniable. L'enfant à sa porte, affamé, effrayé, vulnérable, n'était pas seulement la fille de la femme qu'il avait lâchement abandonnée. C'était sa fille, sa propre chair et son propre sang. Le monde soigneusement construit d'Armand vola violemment en 1 million de morceaux tranchants. La douleur persistante pour la mort d'Hélène, la culpabilité écrasante d'avoir abandonné Jeanne, le choc traumatisant de la découverte d'une fille dont il ne connaissait même pas l'existence, tout convergea simultanément en un seul point insupportable d'agonie absolue. Là, debout sur le seuil imposant de son manoir vide et silencieux, sous le soleil implacable, il n'était pas Armand, le titan respecté de la technologie, le milliardaire puissant. Il était juste Joe, le jeune homme pauvre et rêveur qui avait fait une promesse sacrée et l'avait brisée de la manière la plus dévastatrice et irréparable possible. Et le passé qu'il avait désespérément tenté d'enterrer sous une montagne gigantesque d'argent et de succès était finalement venu réclamer sa dette impayable. Et la dette avait exactement ses yeux. Le nom Armand, murmuré par la voix tremblante d'un fantôme du passé, brisa violemment le sort paralysant qui avait saisi Armand. Ce surnom affectueux, une relique précieuse d'une vie qu'il avait tenté d'enterrer sous 12 longues années de succès d'entreprise et de béton froid, le ramena brusquement à la réalité brutale de son seuil. Devant lui, Jeanne tremblait visiblement, le visage pâle comme la cire sous le choc, la haine ancienne et la douleur profonde de la trahison se livrant une guerre intense dans ses yeux sombres. Elle l'avait complètement reconnu maintenant, et la reconnaissance n'apporta pas une joie nostalgique ou un soulagement, mais une horreur encore plus profonde et viscérale. « Je ne savais pas que c'était vous », balbutia-t-elle désespérément, faisant un autre pas instinctif en arrière. L'instinct primitif de fuite, devenant plus fort que le désespoir absolu qui l'avait menée à cette porte. Elle serra sa fille Clara contre sa poitrine avec une force protectrice, comme si elle voulait la protéger physiquement de lui, de cet homme qui était l'incarnation vivante de toutes ses promesses brisées
et de ses rêves détruits. Oubliez ce que j'ai dit, c'était une terrible erreur. On s'en va, ma chérie, maintenant. Elle se tourna raidement, prête à replonger dans la rue cruelle, à affronter de nouveau la faim corrosive et l'incertitude terrifiante. N'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour ne pas avoir à accepter la pitié ou la charité de l'homme qui avait si complètement détruit sa vie. L'humiliation de demander de la nourriture à un parfait inconnu n'était absolument rien comparé à l'humiliation insupportable de la lui demander à lui, à l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours et qui avait simplement disparu. Non, la voix d'Armand retentit, un commandement né de la panique pure et primitive de la perdre à nouveau, de la voir disparaître pour la deuxième fois de sa vie. Il s'avança sans réfléchir et, mu par un instinct désespéré, saisit fermement son bras maigre. Le contact physique fut électrique, presque douloureux. Un courant puissant de 12 années entières d'histoires non résolues, de mots non dits, d'amour non vécu, passa violemment entre eux dans ce simple contact. Tous deux sentirent le choc jusqu'à la moelle. « S'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, implora-t-il, la voix brisée. Entrez. Il fait un soleil très fort. La petite, elle a un besoin urgent d'eau, d'un endroit pour se reposer, pour récupérer. » Les mots sortirent complètement maladroits, stupides, inadéquats. Lui, un maître consommé de la négociation d'entreprise, un homme qui pouvait faire bouger des marchés financiers entiers avec une seule phrase bien placée, ne parvenait maintenant pas à formuler une seule pensée, un minimum cohérente. Son esprit privilégié était un chaos absolu d'émotions. Jeanne là, vivante, réelle, tangible. Et la fillette, mon Dieu, la fillette qui avait exactement ses yeux, sa fille. Le mot résonnait sans cesse dans son esprit abasourdi, comme une gigantesque cloche de cathédrale. Assourdissant, écrasant, terrifiant. « Ma fille, je ne veux pas de votre aide, Armand », cracha Jeanne avec venin, essayant de se libérer de son emprise avec force. La colère dans sa voix était la force concentrée d'une décennie entière de fureur contenue, de nuits passées à pleurer seule, de questions sans réponse. « Je n'ai pas eu besoin de vous pendant 9 ans. Je n'en ai pas besoin maintenant. Je préfère mendier humblement dans la rue, dormir sous les ponts, accepter n'importe quoi de n'importe qui, plutôt que d'accepter un seul centime qui vienne de vous. » Ces mots furent comme des couteaux aiguisés, plantés à plusieurs reprises, chacun pénétrant plus profondément dans sa culpabilité déjà déchirante. Mais ce fut l'enfant innocente qui brisa finalement sa résistance de fer. Clara, soudainement réveillée par la tension palpable et effrayante dans l'air, se mit à pleurer. Un pleur faible, fatigué, maladif, le pleur dévastateur d'un enfant chroniquement malade et profondément affamé. « Maman, j'ai très mal au ventre », murmura-t-elle faiblement, son petit visage chaud de fièvre pressé contre le cou en sueur de Jeanne. « S'il te plaît, maman. » À cet instant déchirant, la bataille intérieure de Jeanne prit fin brusquement. Sa fierté blessée, sa colère justifiée, sa douleur incommensurable, tout s'inclina instantanément devant le besoin primaire et urgent de sa fille. L'amour maternel avait tout vaincu. Elle regarda le visage larmoyant et fiévreux de Clara, puis lentement, l'homme devant elle, le fantôme de son passé. Et dans ses yeux sombres, il vit clairement la défaite amère, la reddition douloureuse d'une mère qui ferait littéralement n'importe quoi pour son enfant. Même, et cela la tuait de l'intérieur, accepter l'aide désespérée de son plus grand fantôme, son plus grand bourreau, sans dire un mot de plus, car il n'y avait pas de mots adéquats pour ce moment. Armand la guida avec précaution à l'intérieur du manoir. En fermant la lourde porte en bois massif, il sentit physiquement comme s'il fermait un portail mystique vers le passé, l'enfermant là-dedans avec lui, emprisonnant les fantômes dans sa propre maison. Le silence oppressant du gigantesque manoir parut encore plus lourd, plus suffocant avec leur présence contrastante. C'était comme deux mondes complètement opposés, qui se heurtaient violemment. Le voyage de Jeanne et Clara à l'intérieur de cet endroit fut une collision brutale d'univers parallèles. Elles traversèrent lentement le hall d'entrée monumental, les pieds fatigués de Jeanne laissant de légères traces de poussière sur le marbre italien impeccable et reluisant. Clara, qui avait momentanément cessé de pleurer, regardait maintenant tout autour d'elle, avec des yeux écarquillés de pure stupeur, la bouche entr'ouverte sous un choc silencieux. Elle n'avait jamais vu de toute sa courte vie un plafond aussi absurdement haut, un sol qui brillait comme un miroir, un espace si vaste et effroyablement vide. C'était comme entrer dans un musée interdit ou une cathédrale intimidante. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit Armand nerveusement, désignant d'une main tremblante un énorme canapé en cuir blanc italien
qui coûtait probablement plus que toutes les misérables maisons que Jeanne avait jamais louées dans sa vie, toutes réunies. Il se sentait comme un étranger mal à l'aise dans sa propre maison luxueuse, un hôte complètement maladroit et non préparé pour les fantômes vivants qu'il venait d'inviter à entrer. Il courut presque en trébuchant vers la cuisine, un environnement froid d'acier inoxydable, reluisant et de technologie de pointe qu'il n'utilisait pratiquement jamais, et revint rapidement avec un verre cristallin d'eau glacée et un autre de lait entier frais. Il tendit le lait avec précaution à Jeanne. « Pour elle ?» dit-il doucement, la voix encore profondément instable, presque méconnaissable. Jeanne prit le verre des deux mains, tremblant visiblement. Elle aida Clara à boire lentement, et la fillette but le lait avec une avidité désespérée qui brisa littéralement le cœur d'Armand en 1000 morceaux tranchants. Chaque gorgée était une accusation silencieuse. Pendant que l'enfant buvait avidement, Jeanne regardait autour de la salle opulente, absorbant chaque détail douloureux. Elle voyait les tableaux très chers d'artistes renommés sur les murs, les sculptures modernes, le mobilier de designer. Chaque objet était un témoignage silencieux mais éloquent de son succès monumental, de la vie extraordinaire qu'il avait méticuleusement construite sans elle pendant qu'elle luttait pour survivre. Chaque article de luxe absurde était une brique lourde dans le mur gigantesque qu'il avait érigé entre son passé humble et son présent doré. Un mur qui maintenant, ironiquement, s'était complètement effondré. Elle se sentait minuscule, sale, inadéquate, une intruse déplacée dans ce sanctuaire intimidant de richesse obscène. C'est à ce moment tendu qu'un nouveau personnage entra de façon spectaculaire sur scène. Bernard, le majordome impeccable et chef de la sécurité, revint plus tôt de son congé programmé. Il entra élégamment dans le salon et s'arrêta, complètement pétrifié, en voyant la scène inhabituelle devant lui. Son visage, normalement un masque parfait de professionnalisme impassible, se contracta visiblement en une expression complexe de choc authentique et de désapprobation à peine dissimulée. « Monsieur ?» dit-il froidement, la voix glaciale, ses yeux critiques, passant lentement d'Armand à Jeanne et à l'enfant, comme s'il analysait cliniquement une menace potentielle pour la sécurité. « Monsieur va bien ? Qui sont ces... personnes ?» Asin, le mot « personne » fut prononcé avec un mépris subtil mais indubitable qui fit Jeanne se recroqueviller instinctivement, se sentant encore plus petite. Pour Bernard, un homme dont toute la vie était loyalement dédiée à protéger Armand de toute complication, de tout vestige gênant de son passé pauvre et indésirable, la présence soudaine de ces deux-là était comme une alarme incendie qui se déclenchait. Il voyait instantanément une arnaqueuse opportuniste, une femme du passé obscur, qui était apparue commodément pour exploiter de manière calculée la richesse et la solitude connues de son patron veuf. « Tout va bien, Bernard », répondit Armand avec effort, essayant de paraître ferme. Le mot « invité » sonnait étrange, presque surréaliste dans sa propre bouche. « Ce sont mes invités, s'il vous plaît. Préparez immédiatement une chambre d'amis, la meilleure que nous ayons, et demandez d'urgence à la cuisine de préparer une soupe légère et nutritive, un bouillon de poule frais et quelques fruits variés. Vite, s'il vous plaît. » Bernard le fixa, la désapprobation cristalline dans son regard expérimenté. « Comme vous voudrez, monsieur, » dit-il avec une révérence rigide et protocolaire, avant de se retirer silencieusement. Mais le message était absolument clair pour tout le monde dans la pièce. Il était le gardien inflexible du château et n'accepterait pas facilement ces intruses suspectes. Sa loyauté allait à l'ancien ordre, à la mémoire d'Hélène. Sa présence hostile ajouta une nouvelle couche de tension lourde à l'atmosphère déjà électriquement chargée. Le besoin le plus immédiat et urgent de Clara étant enfin pris en charge, le silence dense s'installa à nouveau lourdement entre les deux adultes, lourd et absolument plein de questions non dites, d'accusations silencieuses, d'un passé qui pulsait entre eux comme une plaie ouverte. Clara, complètement épuisée par cette journée traumatisante, s'endormit de nouveau sur les genoux protecteurs de Jeanne. Armand l'observait avec intensité, le cœur un mélange dévastateur de douleur aiguë et d'une fascination terrifiante. Sa fille, sa propre fille, était là à quelques mètres de lui, respirant doucement, et il était un parfait étranger pour elle. Un inconnu, rien. « Il faut qu'on parle, » dit-il finalement, rompant le silence oppressant. La voix sortit plus ferme qu'il ne s'y attendait. Il la conduisit avec précaution jusqu'à l'imposante bibliothèque, le même lieu sacré où, quelques heures auparavant, il contemplait mélancoliquement sa profonde solitude et sa vie vide. Il la laissa s'asseoir dans un fauteuil en cuir souple, tandis qu'il restait debout,
incapable de rester en place, arpentant nerveusement la pièce comme un animal en cage désespéré. Il ne savait pas par où commencer. « Je suis désolé » semblait être une mauvaise blague, bien trop inadéquat. Que s'est-il passé? Était trop cruel, comme s'il ne savait pas exactement ce qui s'était passé. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda-t-il finalement. La première question qu'il réussit à formuler, bien qu'il sût que ce n'était pas la bonne. « Je ne t'ai pas retrouvé. Je ne te cherchais absolument pas, » répondit-elle, la voix toujours chargée d'une colère froide et contrôlée. « Je cherchais juste désespérément un toit, un endroit minimum pour passer la nuit en sécurité. Ma fille avait été malade depuis des jours. Nous avons été cruellement expulsés de la misérable petite chambre où nous vivions hier matin. Le propriétaire avait besoin de la place pour son fils. J'ai marché toute la journée en ville sous ce soleil. J'ai frappé humblement à des dizaines et des dizaines de portes. Personne ne m'a donné la moindre chance. Tout le monde me fermait la porte au nez. » Elle regarda la façade impeccable à travers l'immense fenêtre. « Et puis j'ai vu ce manoir et j'ai pensé, celui qui vit dans un endroit pareil a tellement d'argent qu'un peu de nourriture ne lui manquera pas. » Elle rit, d'un rire amer et sans humour. Quelle cruelle ironie du sort, n'est-ce pas? De toutes les milliers de portes du monde, je suis venu frapper précisément, justement, à la tienne. Son histoire était une succession brutale de coups pour Armand. Expulsé, affamé, la fille malade. Chaque mot était une accusation directe, un rappel douloureux de son échec monumental en tant qu'être humain. « Jeanne, commença-t-il, la voix défaillante. « Je suis désolé. Je ne savais rien de tout ça. Je jure que je ne savais pas. »« Tu ne savais pas ?» l'interrompit-elle brusquement, les yeux étincelants de fureur réprimée. « Bien sûr que tu ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir du haut de ton château doré? Tu as complètement disparu, Armand. Tu m'as solennellement promis que tu reviendrais. J'ai attendu comme une idiote. Je t'ai écrit des dizaines de lettres désespérées qui revenaient toutes avec un cachet cruel adresse inconnue. Je t'ai cherché pendant des mois. J'ai demandé à tout le monde. Et toi? Tu as simplement disparu de la carte. Tu as construit ton empire brillant et tu m'as laissé derrière, comme si j'étais un déchet jetable de ton ancienne vie pauvre. Le torrent, dévastateur de douleur et de ressentiment, de 12 années, entière fit surface comme une digue qui se rompt. J'étais jeune, sotte, naïve. Je t'ai cru aveuglément. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, quand j'ai découvert, elle s'arrêta brusquement, déglutissant, regardant instinctivement vers la porte entr'ouverte, comme pour s'assurer que Clara dormait toujours tranquillement. C'était le moment. La question qui flottait lourdement entre eux, la vérité qu'il sentait déjà douloureusement dans ses os, dans son âme. « Quand tu as découvert quoi, Jeanne ?» demanda-t-il, la voix un murmure rauque. « Dis-le, la petite Clara !» Elle prit une profonde inspiration tremblante. Elle est... Il ne put finir. La question était trop grande, trop lourde, trop terrifiante. Jeanne le fixa et dans ses yeux, il y avait tout le mépris accumulé du monde, toute la douleur d'une décennie. « Oui, Armand, dit-elle, la voix dure comme le diamant, tranchante comme le verre. C'est ta fille, la fille dont tu n'as jamais su l'existence parce que tu étais trop occupé, trop important, à devenir le roi puissant du monde de la technologie. » La confirmation verbale fut le coup de grâce définitif. Armand s'appuya lourdement sur la table en acajou, les jambes flageolantes, le monde tournant. Sa fille, une fille de 8 ans, une vie entière qu'il avait absurdement perdue, le premier pas chancelant, la première dent qui tombe, le premier mot balbutié, les anniversaires, les peurs nocturnes, les fièvres au milieu de la nuit. Il n'avait été là pour absolument rien. Il avait été un père, complètement absent, un fantôme qui ne connaissait même pas sa propre existence. « J'ai découvert que j'étais enceinte exactement 1 mois après ton départ, » continua Jeanne, la voix se brisant maintenant, les larmes commençant enfin à couler. « J'ai essayé de te prévenir de toutes les manières possibles. J'ai appelé tous les numéros que tu m'avais donnés, tous déconnectés. J'ai envoyé des lettres, des télégrammes. Rien. Tu m'avais déjà complètement écarté de ta vie. Toute ma famille m'a tourné le dos avec haine. Ils m'ont traité de honte de la famille, de prostituée. Ils m'ont chassé de la maison. Et moi, je l'ai élevé seul, complètement seul, chaque maudit jour, chaque nuit interminable, en nettoyant le sol sale des autres, en lavant des montagnes de vaisselle dans des restaurants, en faisant n'importe quel travail humiliant qui se présentait pour qu'elle n'ait jamais vraiment faim, pour qu'elle ait un minimum de dignité humaine,
la dignité que son père lui a refusée avant même sa naissance. Armand glissa lentement jusqu'au sol, le dos contre le mur, incapable de se tenir debout. Les larmes coulaient librement sur son visage, sans contrôle. Une fille. Il avait une fille, et il l'avait abandonnée avant même sa naissance. Il regarda Jeanne à travers les larmes qui embuaient sa vision. Le visage marqué d'une femme qui aurait dû partager une vie entière de joies avec lui, mais qui avait plutôt porté seule le fardeau écrasant pour eux deux. Sa force, sa résilience inébranlable, l'amour inconditionnel qu'il avait maintenu debout même quand tout s'effondrait, tout cela l'écrasait, l'étouffait. Il n'était même pas digne d'être dans la même pièce qu'elle. Il n'était pas digne de respirer le même air. Il essaya de parler, mais il n'y avait pas de mots en français ou dans n'importe quelle autre langue qui pouvait exprimer ce qu'il ressentait. Que pouvait-il dire? Des excuses étaient des insultes grossières. Des justifications étaient des mensonges pathétiques. Il ne restait que la vérité nue, crue et brutale de son échec catastrophique en tant qu'être humain. Le statu quo de cette immense maison avait été définitivement, irrévocablement brisé. Là, sous le même toit opulent, se trouvaient 3 personnes unies par le sang et séparées par un abîme apparemment infranchissable de douleur et de temps perdu. Armand, le père qui venait de découvrir sa fille avec choc. Jeanne, la mère guerrière qui ne lui pardonnerait jamais complètement. Clara, la fillette innocente qui dormait tranquillement dans une chambre de luxe, complètement inconsciente que l'étranger riche et gentil qui l'avait accueillie était le père qu'elle n'avait jamais connu. Armand marcha lentement, comme en transe jusqu'à la porte de la chambre d'amis préparée par Bernard. Il l'ouvrit silencieusement, presque avec révérence. La douce lumière du couloir illumina la scène qui resterait gravée dans son cœur pour toujours. Clara dormait profondément, une petite figure fragile et perdue dans un immense lit de drap de soie égyptienne. Elle ressemblait à une délicate princesse de conte de fées, mais il savait avec une certitude douloureuse que sa vie avait été un cauchemar cruel. Et lui, il était le monstre de l'histoire, le méchant qui avait abandonné l'héroïne. La question qui résonnait sans cesse dans son âme tourmentée, alors qu'il observait sa fille inconnue qui dormait, n'était plus « que s'est-il passé ?» Ça, il le savait déjà douloureusement. La question maintenant était beaucoup plus terrifiante, beaucoup plus impossible. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment réparer ce qui semble irréparable? Il pouvait lui donner un château entier, mais il ne savait pas comment lui donner un vrai foyer. Il pouvait lui donner le monde entier sur un plateau d'argent, mais il ne savait pas comment être son père, comment gagner son amour, sa confiance. Le voyage d'Armand Medeiros ne faisait que commencer, et la route à venir était un champ de mines traîtres, de culpabilité écrasante, de ressentiments justifiés et de l'espoir fragile, presque impossible, d'une lointaine rédemption. Le manoir d'Armand, autrefois un sanctuaire silencieux de solitude auto-imposée, se transforma radicalement en un champ de bataille invisible d'émotions non dites, de regards chargés de sens, de silence éloquent. L'air était constamment dense, du poids suffocant de 12 ans d'histoire non résolue, de chagrin profond et d'une culpabilité si palpable qu'elle semblait avoir une présence physique réelle errant dans les luxueuses pièces. Ils vivaient sous le même toit opulent, mais habitaient des planètes complètement différentes, orbitant prudemment autour de la même petite étoile, fragile et effrayée, Clara. Pour Clara, le changement soudain fut comme un conte de fées confus et surréaliste. Elle se réveilla désorientée dans un lit qui ressemblait littéralement à un nuage moelleux, dans une chambre individuelle plus grande que toutes les misérables maisons où elle avait jamais vécu réunies. Il y avait des jouets neufs et chers qu'elle n'avait vus auparavant que dans des vitrines de magasins inaccessibles, un vaste jardin qui ressemblait à une forêt enchantée sortie des livres d'histoire, et un immense réfrigérateur qui, par une magie incompréhensible, était toujours plein de nourriture fraîche et délicieuse. Elle ne comprenait pas complètement la tension électrique constante entre sa mère et l'homme triste aux yeux gentils, qui était le mystérieux propriétaire de la maison, mais elle sentait la merveilleuse odeur de nourriture chaude 3 fois par jour et le contact réconfortant de draps propres chaque nuit. Et cela, pour une enfant de seulement 8 ans qui avait connu tant de privations, c'était le paradis sur terre. Pour Jeanne, cependant, le manoir était une cage dorée suffocante. Chaque objet de luxe absurde, chaque œuvre d'art hors de prix accrochée au mur, était un rappel douloureux et constant de la vie extraordinaire qu'Armand avait méticuleusement construite sans elle, du gouffre social gigantesque qui les séparait maintenant. Elle avait accepté de rester,
mais seulement exclusivement pour sa fille, uniquement pour Clara. Sa fierté blessée était une armure impénétrable et elle se déplaçait dans l'immense maison avec une dignité défensive quasi militaire, refusant poliment mais fermement tout ce qui n'était pas strictement nécessaire à la survie. Elle mangeait la nourriture gastronomique qui lui était offerte, oui, parce que Clara avait besoin de bien s'alimenter. Mais elle passait la plupart de ses journées isolée dans la chambre d'amis avec sa fille, créant délibérément un petit territoire sûr de normalité au milieu de l'opulence ostentatoire, qui l'étouffait et l'intimidait. Sa ingratitude sincère pour la sécurité physique de Clara menait une bataille interne constante et épuisante contre le ressentiment profond et justifié qu'elle ressentait pour l'homme qui lui avait causé tant de douleurs incommensurables. Pour Armand, leur présence était à la fois une torture psychologique et une bénédiction inattendue. À chaque rire cristallin de Clara qui résonnait dans les couloirs vides, son cœur se brisait un peu plus, avec la conscience aiguë et douloureuse des années précieuses qu'il avait stupidement, irrécupérablement perdues. Il essayait maladroitement de s'approcher de sa fille, comme un adolescent peu sûr de lui. Il achetait les jouets les plus chers du marché, les plus beaux vêtements des meilleures boutiques pour enfants. Mais il ne savait tout simplement pas comment franchir le mur invisible, mais solide de silence et de peur timide qui le séparait de la fillette. Clara était naturellement timide avec lui, sentant instinctivement l'hésitation profonde et la douleur mal dissimulée dans son regard intense. Il était le gentil tonton Joe, l'homme bon et généreux qui les avait accueillis quand elles en avaient désespérément besoin, mais le mot magique « papa » était à un univers entier de distance. Un abîme. Son interaction inévitable avec Jeanne était encore plus complexe et chargée de tensions. Les conversations étaient invariablement courtes, strictement fonctionnelles, tournant toujours exclusivement autour des besoins pratiques de Clara, jamais à leur sujet. « Elle a besoin d'un médicament spécifique pour la toux », disait Jeanne froidement, évitant de le regarder directement. « Le nouvel uniforme de l'école privée que tu as acheté est une taille trop grande », soulignait-elle avec précision. Et lui, désespéré de réparer l'irréparable d'une manière ou d'une autre, essayait inlassablement de tout arranger avec de l'argent, le seul langage qu'il maîtrisait parfaitement. « Je vais immédiatement engager les meilleurs pédiatres du pays pour Clara, un spécialiste en pneumologie infantile, un nutritionniste de renom, disait-il avec anxiété. « Je peux t'inscrire à n'importe quel cours que tu veux, Jeanne. De quoi as-tu toujours rêvé? Une faculté? Les arts? Tu as toujours eu du talent. Je ne veux pas de ta charité, Armand, le coupait-elle glacialement, la voix froide comme la glace. Je suis ici exclusivement pour ma fille, pour sa sécurité. Dès que j'aurai réussi à trouver un travail décent et un endroit un minimum convenable pour vivre, nous partirons d'ici, et tu pourras retourner à ta vie tranquille. » La menace réelle de les perdre à nouveau, de les voir simplement disparaître de sa vie, était une panique constante et paralysante pour Armand. Il savait intellectuellement qu'il ne pouvait pas les retenir par la force brute ou l'argent. Il avait désespérément besoin de temps pour prouver sa valeur, pour montrer qu'il avait changé. Et il avait besoin de comprendre la profondeur réelle de l'abîme dans lequel elles étaient tombées. Comment Jeanne, une femme si manifestement intelligente, forte et capable, en était-elle arrivée à ce point extrême de désespoir total? Que s'était-il passé en 9 ans? Mu par ce besoin urgent de comprendre, il fit ce qu'il faisait toujours lorsqu'il avait besoin de réponses concrètes. Il engagea les meilleurs professionnels. Il contacta discrètement une agence d'enquête privée de très haute réputation et d'une discrétion absolue. La mission était délicate et spécifique, refaire méticuleusement le parcours de Jeanne au cours des 9 dernières années, sans surveillance invasive, sans violation de la vie privée, juste un relevé minutieux des registres publics, des entretiens respectueux avec d'anciens voisins et ex-collègues de travail. Il avait désespérément besoin de la carte complète de son voyage de douleur. Pendant que l'enquête se déroulait silencieusement en secret dans les coulisses, le conflit à l'intérieur de la maison gagnait un nouveau et redoutable combattant, Bernard, le majordome loyal. L'homme qui avait servi avec dévouement la défunte épouse d'Armand, Hélène, voyait l'arrivée soudaine et inexpliquée de Jeanne et Clara non pas comme des retrouvailles romantiques ou une seconde chance, mais comme une profanation sacrilège. Il était le gardien autoproclamé de la mémoire d'Hélène, de l'ordre établi et de la stabilité traditionnelle de cette maison. Et Jeanne, à ses yeux expérimentés et méfiants, était le chaos personnifié, une relique gênante d'un passé pauvre et compliqué qui, à son avis conservateur,
aurait dû rester définitivement enterré. Son hostilité était subtile, mais tranchante comme un rasoir. Il se référait toujours à Jeanne comme la dame, mais avec une intonation particulière qui la faisait se sentir comme une imposteur, une fraude. Il laissait accidentellement des cadres photos d'Armand et Hélène, souriant dans des endroits stratégiques où Jeanne passait fréquemment. Des rappels visuels constants qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Ses conversations apparemment innocentes avec Armand étaient pleines de piques vénéneuses soigneusement déguisées. Madame Hélène avait un goût impeccable et raffiné pour les fleurs du salon, n'est-ce pas, monsieur ? Disait-il intentionnellement, alors que Jeanne était à proximité rangeant des livres. Elle n'aurait jamais permis de tulipes jaunes ici. Elle disait qu'elles étaient trop communes, vulgaires. Le message subliminal était limpide. Vous n'appartenez pas à cet endroit sophistiqué. Un soir, alors que la tension était déjà insupportable, il confronta directement Armand dans son bureau privé, fermant la porte avec soin. « Monsieur », commença Bernard, la voix un étrange mélange de servilité habituelle et d'acier pur, « avec tout le profond respect que je vous dois après tant d'années de service, je dois exprimer ma préoccupation sérieuse et sincère. » Armand leva les yeux fatigués des papiers qu'il faisait semblant de lire. Continuez. La présence de ces personnes altère radicalement la routine et la paix de cette maison qui a tant coûté à construire. Madame Hélène, que Dieu ait son âme, a construit ce foyer avec tant de soin, tant de raffinement. Il fit une pause calculée. Êtes-vous absolument certain de ne pas être cruellement trompé? Une femme commode du passé qui surgit justement maintenant que vous êtes veuf, vulnérable, solitaire, avec un enfant qui pourrait être de n'importe qui. Cela ressemble à une histoire très bien répétée, très commode. Les escrocs sont sophistiqués de nos jours, monsieur. Assez, Bernard, explosa violemment Armand, frappant la table, la colère dominant enfin son sang-froid habituel. Jeanne n'est pas une escroc. Et la fillette est ma fille. Regardez-la dans les yeux et dites-moi que vous ne voyez pas la vérité évidente. Il se leva, imposant. Elle reste ici, et vous les traiterez avec le plus grand respect et la plus grande déférence qu'elle mérite en tant que membre de cette famille. Ai-je été absolument clair? Bernard recula visiblement, choqué tant par la révélation explosive que par la fureur incontrôlée de son patron habituellement calme. Comme vous voudrez, monsieur, murmura-t-il avec une révérence rigide. Mais Armand vit clairement dans ses yeux expérimentés que la loyauté du majordome n'était pas vraiment envers lui, mais envers l'ancien ordre, envers la mémoire sacro-sainte d'Hélène. Bernard ne serait pas un allié dans cette nouvelle phase. Il serait un obstacle dangereux, un espion à l'intérieur de ses propres murs, attendant patiemment un faux pas, une preuve qu'il avait raison. L'enquête commença à donner les premiers résultats troublants, après 2 semaines intenses. C'étaient des fragments douloureux d'une vie de lutte constante et dégradante. Le rapport confidentiel détaillait méticuleusement les emplois de Jeanne au fil des ans. Serveuse dans un restaurant populaire qui fit faillite après 6 mois. Femme de ménage dans un hôtel de 3e, ordre d'où elle fut sommairement renvoyée, à cause d'une grave maladie de Clara qui la força à s'absenter 3 jours de suite. 3 jours qui lui coûtèrent son emploi. Couturière sous-traitante, dans un petit atelier de confection local exploiteur qui payait moins que le salaire minimum. Il détaillait les adresses misérables, une succession déprimante de minuscules chambres louées dans des pensions bruyantes et sales, chacune progressivement plus pauvre et plus dangereuse que la précédente, descendant un escalier de dégradation. Et il détaillait la solitude dévastatrice, aucun ami proche réel, aucune famille disposée à la soutenir après l'avoir chassée. Elle était une île solitaire à la dérive, luttant seule désespérément pour se maintenir, elle et sa fille, un minimum à flot, au-dessus du seuil de la misère absolue. Chaque page du rapport était un nouveau coup de poignard douloureux dans le cœur déjà déchiré d'Armand. Il lisait sur ses difficultés inimaginables, les jours sans manger pour que Clara puisse avoir au moins un repas, les doubles journées épuisantes, les humiliations quotidiennes, et se souvenait distinctement des dîners de luxe dans des restaurants étoilés, des voyages fréquents en première classe, pour des conférences internationales, de l'argent qu'il dépensait nonchalamment pour des futilités absolument inutiles. La dissonance brutale entre leurs 2 vies parallèles était si violente, si obscène, qu'elle lui donnait physiquement la nausée, l'envie de vomir. Puis vint le rapport final, le document qui expliquait l'effondrement total et définitif qu'il avait désespérément mené à sa porte ce jour fatidique.
L'enquêteur, un homme discret et professionnel nommé Furtado, s'assit respectueusement en face d'Armand dans la bibliothèque silencieuse, le dossier épais sur les genoux. « Monsieur Armand, dit-il gravement, ouvrant le dossier avec soin, ce que nous avons découvert sur les derniers mois est particulièrement troublant. » Armand se pencha en avant, tendu. « Continuez. J'ai besoin de tout savoir. » La chute finale de Madame Jeanne a commencé il y a exactement 6 mois. Elle avait enfin réussi à obtenir ce qui semblait être le meilleur emploi de sa vie difficile. Un poste fixe de couturière, spécialisée dans une petite mais respectée usine d'uniformes appelée Textile Confiance. Le salaire était décent pour ses standards. Elle avait un contrat de travail formel, pour la première fois depuis des années. Pour la première fois depuis très très longtemps, elle avait une stabilité réelle, l'espoir d'un avenir meilleur. Armand sentit une minuscule pointe de soulagement. Au moins, elle avait eu un moment de paix, de dignité. Mais il y a 4 mois, continua Furtado, sa voix devenant plus sombre, Textile Confiance a été racheté. Une acquisition d'entreprise faite par un conglomérat beaucoup plus grand appelé Avestra Textiles. Et comme cela arrive malheureusement toujours dans ces cas, la nouvelle direction est arrivée avec une politique agressive de optimisation des coûts et de restructuration. Le cœur d'Armand commença à se glacer lentement, un terrible pressentiment se formant. Avestra Textiles a entamé un processus brutal de licenciement massif. La liste incluait stratégiquement tous les employés ayant moins d'1 an d'ancienneté pour éviter des coûts de licenciement plus élevés. Madame Jeanne figurait précisément sur cette liste. Elle a perdu son emploi du jour au lendemain. Sans salaire, elle n'a pas pu payer les 2 mois de loyer en retard qu'elle devait. Et le propriétaire, un homme inflexible, l'a légalement expulsée sans la moindre pitié. C'est ce qui l'a littéralement mise à la rue sans avoir absolument nulle part où aller. L'histoire était tragiquement commune. Un autre exemple brutal de la cruauté impersonnelle du monde de l'entreprise moderne. Mais il manquait encore une pièce au puzzle. La pièce finale qui transformerait la tragédie en un cauchemar personnel insupportable pour Armand. Et qui est le propriétaire de ce conglomérat? Avestra Textiles, demanda Armand, bien qu'une partie sombre et terrifiée de son âme pressentit déjà la réponse. Furtado hésita visiblement, mal à l'aise. Il ouvrit lentement la dernière page du rapport détaillé et la poussa sur la table polie. C'était un organigramme d'entreprise complexe. Au sommet de la pyramide, une société holding appelée Groupe Patria Investissement. En dessous, plusieurs filiales, dont Avestra Textile. Et au-dessus du groupe Patria, au sommet absolu de la chaîne alimentaire de l'entreprise, il y avait un seul nom, un seul logo familier qui dominait tout. Mehdi Rostec, l'entreprise d'Armand. Son entreprise, son empire. Il resta paralysé, fixant le papier, son propre nom imprimé au sommet de cette structure gigantesque de pouvoir qui, à sa base la plus basse et invisible, avait brutalement écrasé la femme qu'il aimait. L'air s'échappa violemment de ses poumons. La luxueuse pièce se mit à tourner de manière incontrôlable. Ce n'était pas le destin aveugle, ce n'était pas le hasard cruel, ce n'était pas Dieu qui les mettait à l'épreuve. C'était lui, lui-même. Il ne l'avait pas seulement abandonnée 12 ans auparavant dans une gare routière poussiéreuse. Il avait continué à l'abandonner, à la blesser, à la détruire chaque maudit jour sans même le savoir, sans même l'imaginer. Sa quête d'entreprise incessante pour une croissance exponentielle, pour des acquisitions stratégiques, pour des profits toujours plus grands et plus obscènes, la décision exécutive qu'il avait probablement approuvée nonchalamment lors d'une réunion de peut-être 5 minutes. Sur la restructuration d'actifs, non. Essentiel avait été le coup de grâce final dans la vie déjà difficile de Jeanne. Il n'était pas seulement le fantôme douloureux de son passé, il était l'architecte inconscient, mais néanmoins responsable de sa ruine présente. Armand se leva en titubant, déséquilibré, se dirigea vers l'immense fenêtre et regarda le jardin impeccablement entretenu, où à ce moment précis, Clara courait joyeusement après des papillons colorés, riant, un son pur qu'il commençait à aimer profondément. Une fillette innocente qui riait nonchalamment dans un jardin acheté avec l'argent qui avait littéralement coûté l'emploi et le foyer de sa mère. La culpabilité qu'il ressentait auparavant était une ombre. Celle qu'il ressentait maintenant était un océan sombre, profond et infini. Et il se noyait, incapable de respirer. La révélation n'était pas seulement un fait troublant, c'était un verdict final. Et il avait été jugé et condamné par sa propre histoire cruelle, par ses propres actions.
Maintenant, la question n'était plus de savoir comment réparer le passé lointain. C'était de savoir comment survivre au présent en sachant que lui, personnellement, était le monstre dans l'histoire d'amour de sa propre vie. La vérité était à la fois un poison mortel et un antidote nécessaire. Pour Armand, la révélation choquante que sa propre entreprise avait été l'arme inconsciente qui avait porté le coup final dévastateur à Jeanne fut le fond absolu de sa culpabilité. Il passa toute la nuit complètement insomniaque dans la bibliothèque, errant comme un fantôme. Le rapport détaillé de l'enquêteur restait ouvert sur la table comme une condamnation à mort irrévocable. Il fixait le logo de son entreprise, Medeirostech, un symbole qui avait toujours représenté son succès fulgurant et son pouvoir conquis, et maintenant, il ne voyait que le blason indélébile de sa propre cruauté inconsciente mais réelle. Il n'était pas seulement un fantôme gênant du passé lointain de Jeanne. Il était l'architecte complet de sa tragédie, du début à la fin. L'homme qui l'avait abandonné et l'homme qui, des années plus tard, sans le savoir, avait détruit sa dernière chance de stabilité. La douleur était si intense, si écrasante, qu'elle se transforma paradoxalement en un calme étrange, froid et cristallin. La panique chaotique céda la place à une résolution de fer. Il n'y avait plus de place pour des excuses vides ou des tentatives maladroites de réparation par de l'argent facile. Il n'y avait qu'un seul chemin possible à suivre, le plus difficile, le plus terrifiant, le plus risqué, le chemin de la confession totale et complète. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le manoir était encore plus tendue et lourde que d'habitude. Jeanne se maintenait, elle et Clara, dans une sorte d'exil volontaire et digne dans la chambre d'amis, ne sortant que pour les repas qu'elle prenait, dans un silence chargé et inconfortable, à l'immense table de la salle à manger qui pouvait accueillir 20 personnes. Bernard, le majordome inflexible, les observait constamment avec le regard perçant d'un faucon chasseur, chacun de leurs gestes étant une critique silencieuse dans son esprit conservateur. Il semblait avoir délibérément intensifié sa campagne de guerre froide psychologique, mettant accidentellement à jouer sur le système de son sophistiqué de la maison les musiques classiques que Madame Hélène aimait tant. Chopin, Debussy, Mozart. Des rappels sonores constants de l'ancien ordre. Armand attendit patiemment que Clara soit distraite et heureuse dans la salle de jeu. Une pièce entière qu'il avait fait aménager en urgence, remplie de poupées chères, de blocs de construction importés et de jeux éducatifs avec lesquels la fillette ne savait pas encore exactement comment interagir, et demanda respectueusement à Jeanne de s'asseoir avec lui dans la bibliothèque. Elle vint, mais la méfiance était gravée dans chacun de ses pas prudents, l'armure protectrice de fierté fermement en place autour de son cœur blessé. « Qu'y a-t-il encore, Armand » demanda-t-elle avec lassitude, croisant les bras défensivement. « Un autre cadeau cher que tu veux que j'accepte pour soulager temporairement ta conscience coupable ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il désigna en silence le fauteuil confortable en face de son bureau. Quand elle s'assit finalement rigide, il ne resta pas, à sa grande surprise, derrière l'imposant bureau dans sa position traditionnelle de pouvoir et d'autorité. Il s'assit humblement dans le fauteuil à côté d'elle, nivelant complètement le terrain de jeu. Deux êtres humains, pas un milliardaire et une employée. Il poussa avec précaution un mince dossier sur la petite table basse entre eux. « J'ai demandé une enquête privée, Jeanne, » commença-t-il, la voix basse et grave chargée de douleur. « J'avais besoin de comprendre en profondeur. J'avais besoin de savoir comment les choses en étaient arrivées à ce point extrême. »« Comprendre quoi ?» rétorqua-t-elle amèrement. « Que la vie est brutalement dure pour ceux qui ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche comme toi. Ce n'est un secret pour personne. Non, dit-il fermement, la regardant droit dans les yeux. Comprendre spécifiquement pourquoi tu as perdu ton dernier emploi dans cette usine d'uniformes. Textile confiance. » Jeanne le fixa véritablement surprise. « Comment. Comment connais-tu ce nom ?»« Je sais tout maintenant, Jeanne, dit-il, la voix pleine d'une lassitude qui venait de l'âme. Je sais que c'était enfin un bon travail, que tu avais de la stabilité pour la première fois depuis des années. Je sais que tu commençais à avoir de l'espoir pour un avenir meilleur. » Il fit une pause douloureuse, rassemblant tout le courage qui lui restait. « Et je sais exactement que l'usine a été rachetée par un conglomérat plus grand appelé Avestra Textiles, et qu'ils t'ont licencié, toi et des dizaines d'autres, lors d'une restructuration d'entreprise froide et calculatrice. » Il prit une profonde inspiration tremblant. « Ce que je ne savais pas jusqu'à hier soir, ce qui m'a complètement détruit, c'était le nom du véritable propriétaire de ce conglomérat qui a ruiné ta vie. » Il ouvrit le dossier avec des mains tremblantes.
À l'intérieur se trouvait un unique document imprimé, l'organigramme d'entreprise que l'enquêteur lui avait montré. Il le tourna lentement pour qu'elle puisse le voir de ses propres yeux. Jeanne se pencha confuse et lut attentivement les noms dans les cases hiérarchiques. Avestra Textiles, Groupe Patria Investissements. Et tout en haut, dominant toute la structure du pouvoir comme un dieu lointain, le logo inimitable de Medeiros-Tech. Elle fixa le logo pendant de longues secondes, en train de traiter l'information. Puis elle leva lentement les yeux vers le visage d'Armand. Et ce qu'elle y vit n'était pas le pouvoir, ni la fierté d'entreprise, mais une honte et une douleur si profondes et sincères qu'elles étaient presque une confession physique de culpabilité. La haine intense sur son visage vacilla, trembla, cédant progressivement la place à une expression de choc absolu et à une compréhension amère, douloureuse et presque ironique de la cruauté du destin. « Alors ?» murmura-t-elle enfin, la voix dépourvue de colère maintenant, juste d'un étonnement las et dévasté. Ce n'était pas seulement le destin aveugle. Ce n'était pas seulement Dieu qui me mettait à l'épreuve. C'était toi. Encore. Toutes les fois, c'était toi. Je ne savais pas, Jeanne, dit-il, la voix étranglée se brisant complètement. Je le jure sur la mémoire sacrée de ma mère, sur la vie de Clara que je ne savais pas. Pour moi, ce n'était qu'un nom insignifiant, dans un rapport trimestriel d'acquisition. Une restructuration d'actifs secondaires qu'un directeur quelconque m'a présenté lors d'une réunion exécutive de routine de peut-être 5 minutes. J'ai approuvé sans même y penser à 2 fois, sans connaître un seul nom des personnes concernées. Il enfouit son visage dans ses mains tremblantes, les épaules courbées par le poids de la culpabilité. J'ai détruit ta dernière chance de te relever avec dignité, et je ne le savais même pas. Je ne me suis même pas soucié de connaître les détails humains. Ce n'étaient que des chiffres sur des feuilles de calcul. Juste de l'efficacité opérationnelle. Des larmes sincères commencèrent à couler entre ses doigts. Je ne t'ai pas seulement abandonné il y a 12 ans à cette maudite gare routière, Jeanne. J'ai continué à t'abandonner, à te blesser, à te détruire chaque jour sans le savoir, sans m'en soucier. Ma quête obsessionnelle et aveugle de croissance d'entreprise, d'acquisition stratégique, de profit toujours plus grand. Tout cela a eu un coût humain que je n'ai jamais voulu voir. Et tu as payé ce coût, toi et Clara. Pour la première fois depuis leur retrouvaille traumatisante, Jeanne le voyait complètement brisé, anéanti. Pas le milliardaire puissant et intimidant, pas le traître froid qu'il avait abandonné. Elle voyait seulement Joe, le jeune homme qu'elle avait aimé, perdu et noyé dans son propre repentir sincère. La vision de lui si vulnérable, si humain, désarma lentement sa colère protectrice. Le ressentiment profond qui avait été son bouclier émotionnel pendant tant de longues années céda progressivement la place à un sentiment étrange, inconfortable mais indéniable, une pointe aiguë de compassion. Elle voyait maintenant, avec une clarté douloureuse, ce que Bernard et le reste du monde ne pouvaient pas voir. Sa cage dorée était aussi réelle, aussi emprisonnante que sa cage de pauvreté extrême. Ils étaient tous deux prisonniers de circonstances qu'ils avaient créées sans s'en rendre compte. « Lève la tête, Armand, dit-elle enfin. Sa voix était encore froide, contrôlée mais sans le venin corrosif d'avant. L'apitoiement sur soi-même et les larmes ne répareront absolument rien de ce qui a été brisé. Sa confession brutale n'avait pas résolu comme par magie le problème monumental entre eux, mais elle avait fondamentalement changé la dynamique pour toujours. Son honnêteté dévastatrice, le courage sincère d'admettre sa culpabilité la plus profonde et la plus indéfendable, avait créé la première et la plus fine fissure dans l'immense mur de glace qui les séparait. À partir de ce jour douloureux de confession, Armand changea radicalement de tactique. Il comprit enfin avec une clarté cristalline que l'argent n'était pas et ne serait jamais la réponse au vrai problème qu'il avait créé. La vraie réponse était le temps, une patience infinie et une présence constante. Il cessa complètement d'offrir des choses matérielles et commença à offrir quelque chose de bien plus précieux et effrayant. Lui-même. Il commença à passer des heures entières dans la salle de jeu colorée, non pas en essayant de forcer une interaction directe avec Clara, ce qui l'intimidait visiblement et la faisait reculer, mais en étant simplement là, présent, disponible. Il s'asseyait silencieusement dans un coin confortable et assemblait des puzzles complexes, ou dessinait maladroitement dans un carnet à dessin, un talent artistique qu'il n'avait pas utilisé depuis sa pauvre enfance. Au début, Clara l'ignorait complètement, intensément concentrée sur ses nouvelles poupées et sur la construction de châteaux avec des blocs colorés.
Mais peu à peu, inévitablement, la curiosité naturelle de l'enfance l'emporta sur la timidité. Elle commença à regarder discrètement ce qu'il faisait, en tendant le cou. Un jour mémorable, elle s'approcha enfin d'un pas hésitant. « Qu'est-ce que vous dessinez, monsieur ?» demanda-t-elle, sa petite voix timide et douce. « C'est un cheval ?» Armand sentit son cœur littéralement bondir dans sa poitrine, s'accélérant. « Je crois que oui », répondit-il avec précaution, gardant sa voix calme pour ne pas l'effrayer. « Mais honnêtement, je pense qu'il ressemble plus à un chien bizarre. » Clara observa d'un œil critique le dessin amateur, puis rit, un rire cristallin, pur, complètement spontané, qui fut le son le plus beau, le plus parfait qu'Armand ait jamais entendu de toute sa vie. « On dirait un drôle de crocodile, avec des oreilles de lapin », dit-elle entre deux rires, couvrant sa bouche de ses petites mains. Ils rirent ensemble pour la première fois. Le son résonna dans le manoir silencieux, comme une musique céleste. À partir de ce jour magique, le rituel sacré du dessin devint une tradition quotidienne inviolable. Il dessinait des animaux étranges et disproportionnés, et elle donnait des avis honnêtes et parfois brutalement sincères, corrigeant ses traits avec l'autorité d'une critique d'art de 8 ans, inventant des histoires élaborées et amusantes pour les animaux impossibles qu'il créait. Dans ces moments précieux et simples, il n'était pas le milliardaire intimidant ou le père biologiquement absent. Il était juste Joe, l'ami gentil et maladroit qui dessinait des crocodiles ridicules avec des oreilles de lapin et qui riait de lui-même. Et de son fauteuil stratégiquement placé dans la pièce voisine, Jeanne observait tout en silence, le cœur lourd, et la glace dense dans son cœur blessé fondait lentement, imperceptiblement, un peu plus à chaque rire sincère de sa fille. La guerre psychologique avec Bernard, cependant, s'intensifiait dangereusement. Le majordome conservateur, voyant clairement le rapprochement progressif d'Armand avec les intruses, devint encore plus hostile et passif-agressif. Un jour, Jeanne descendit silencieusement dans l'immense cuisine pour chercher un simple verre d'eau fraîche pour Clara, au milieu de la nuit. Elle entendit, accidentellement, Bernard parler au téléphone dans l'office, la voix basse mais pleine de venin pur. « Je ne sais pas ce qui lui a pris, Lucie. C'est cette femme, cette profiteuse éhontée. La maison n'est plus la même depuis qu'elle a envahi les lieux. La mémoire sacrée de Madame Hélène est complètement bafouée, piétinée. Il est aveugle, manipulé. Quelqu'un doit lui ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne détruise tout ce que nous avons construit. » Jeanne sentit l'humiliation la brûler douloureusement de l'intérieur, comme de l'acide. Elle retourna rapidement dans sa chambre, le cœur lourd comme du plomb. Elle était vraiment une intruse indésirable, une menace pour la paix établie de cette maison parfaite, une insulte à la mémoire respectable de la femme qui avait un jour été son épouse légitime. Le doute venimeux rongea sa détermination. Peut-être devrait-elle vraiment partir, disparaître complètement, comme il l'avait fait brutalement avec elle des années auparavant. Le tournant dramatique se produisit quelques jours plus tard. Clara se réveilla au milieu de la nuit avec une fièvre élevée et inquiétante. Jeanne était complètement épuisée, passant la 3e nuit consécutive blanche au chevet de sa fille, alternant les compresses froides et vérifiant obsessionnellement la température. Tôt le matin, Armand la trouva dans la cuisine essayant de préparer une tisane avec des mains tremblantes, les yeux cernés et rouges de fatigue absolue. « Tu as besoin de te reposer d'urgence, Jeanne », offrit-il avec une inquiétude sincère. « S'il te plaît, laisse-moi rester avec elle quelques heures. Tu vas finir par tomber malade, toi aussi. » À ce moment précis, Bernard entra dans la cuisine avec son efficacité militaire habituelle. « Le médecin privé de la famille a déjà été contacté, monsieur. Il sera ici dans exactement 20 minutes. » Il se tourna ensuite lentement vers Jeanne, le visage un masque impeccable de désapprobation aristocratique à peine dissimulée. Si la petite avait reçu les soins médicaux appropriés dès le début, peut-être qu'elle ne serait pas chroniquement malade maintenant. Les jeunes enfants ont besoin d'une routine stable et d'un environnement vraiment sain, pas de... L'insinuation cruelle était absolument claire. La faute était la sienne. De sa vie de pauvreté et d'instabilité, de son inadéquation en tant que mère. Ce fut la goutte d'eau finale pour Armand. La colère accumulée qu'il ressentait pour lui-même, pour Bernard, pour le monde entier injuste, explosa comme un volcan. « Taise-toi maintenant, Bernard » tonna-t-il, la voix résonnant violemment dans la cuisine en marbre. Et immédiatement, Bernard recula, visiblement choqué, pâle. Jamais, au cours de toutes ces années de service loyal, il n'avait vu son patron dans un tel état de fureur. « Tu n'as pas le moindre droit de lui parler ainsi » continua Armand, s'avançant de manière menaçante. «
Tu ne sais absolument rien des soins appropriés qu'elle a héroïquement donnés à cette fillette seule pendant 8 ans, dans un monde cruel qui lui a lâchement tourné le dos. Il s'approcha jusqu'à être face à face avec le majordome, le corps entier vibrant de fureur réprimée. Mettons une chose absolument au clair une fois pour toutes. Ce n'est plus la maison de Madame Hélène. C'est la maison de Jeanne et de ma fille Clara. Elles sont ma famille maintenant, la seule famille qui compte. Le passé est définitivement terminé. L'avenir a commencé. Et si tu ne peux pas accepter ça, si tu ne peux pas les traiter avec le respect absolu qu'elles méritent, la porte par laquelle tu es entré il y a tant d'années est grande ouverte pour ton départ définitif. Jeanne, qui observait la scène, paralysée depuis la porte, sentit littéralement le souffle lui manquer. Cette défense passionnée, cette déclaration publique, ma fille. Ma famille maintenant. Il la choisissait, publiquement, définitivement, devant le gardien inflexible de son passé, devant le représentant de son ancienne vie. Il la choisissait. Bernard, pâle comme un linge complètement défait, hocha simplement la tête raidement. « Parfaitement compris, monsieur », murmura-t-il presque inaudiblement et se retira en silence, l'autorité qu'il chérissait tant réduite en poussière. Cette nuit cruciale, après que le médecin expérimenté soit venu et ait correctement soigné Clara, la fièvre céda enfin progressivement. La fillette dormait tranquillement, respirant calmement. Armand entra silencieusement dans la chambre pour la voir et trouva Jeanne toujours éveillée, assise dans un fauteuil stratégiquement positionné à côté du lit, veillant amoureusement sur le sommeil de sa fille comme une gardienne. Ils restèrent dans un silence profond pendant un long moment, écoutant seulement la respiration douce et régulière de l'enfant, le son le plus réconfortant du monde. « Merci », murmura enfin Jeanne sans le regarder directement. Sa voix était chargée d'émotion. « Pour ce que tu as dit à Bernard aujourd'hui, tu n'avais pas besoin de... »« J'ai seulement dit la pure vérité », répondit-il simplement. Rien de plus que la vérité. Une nouvelle paix, fragile comme du verre mais absolument réelle, s'installa doucement entre eux. Une véritable alliance se forgeait lentement, non pas avec des promesses vides ou de l'argent facile, mais avec des actes concrets de défense, de soins sincèrement partagés, de vulnérabilité mutuelle. Jeanne le regarda pour la première fois depuis des jours, et étonnamment, la colère habituelle dans ses yeux céda la place à une curiosité triste et profonde. « Pourquoi, Jo ?» demanda-t-elle la question qu'elle portait depuis 12 ans. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Quelle était la vraie raison ?» La question était la seule clé qui pouvait enfin ouvrir la dernière porte verrouillée entre eux. Armand s'assit lourdement dans un autre fauteuil, le visage fatigué éclairé par la lumière faible et douce de la lampe de chevet. La bataille pour la véritable rédemption exigeait maintenant la plus difficile de toutes les confessions possibles, la vérité brutale sur sa propre faiblesse humaine. Il prit une profonde inspiration, se préparant. « Parce que j'ai été un lâche complet, Jeanne », commença-t-il la voix basse, presque un murmure douloureux. « C'est la seule vraie réponse. Toutes les autres explications que je pourrais donner ne sont que des excuses pathétiques. » Il se leva et commença à arpenter la pièce, comme si le mouvement physique pouvait aider les mots difficiles à sortir. « Quand je suis parti d'ici, de cette petite ville, j'étais un garçon littéralement affamé. Pas seulement de nourriture, mais de tout, de succès, de respect, d'une chance réelle de prouver que j'étais quelqu'un. Et la capitale, c'est un monstre gigantesque qui se nourrit de cette faim désespérée. J'ai plongé tête la première, Jeanne. J'étudiais obsessionnellement le jour, je travaillais de manière épuisante la nuit, je dormais à peine 3 heures par nuit. Et au début, tout ce que je faisais était sincèrement pour nous. Chaque petite victoire, chaque excellente note, chaque rare compliment d'un patron, je pensais, je suis plus près de pouvoir retourner voir Jo. Il s'arrêta, regardant par la fenêtre l'obscurité extérieure. Mais peu à peu, lentement, le monstre a commencé à me dévorer tout entier. Le succès est une drogue puissante, Jeanne. Peut-être la plus addictive de toutes. Chaque nouvelle marche gravie, chaque nouveau contrat signé exigeait de plus en plus de moi. Et je donnais tout. Je donnais mon temps, mon énergie, mon âme, tes lettres. Au début, elles étaient mon phare dans l'obscurité. Je les lisais et les relisais obsessionnellement, et elles me donnaient la force de continuer. Mais après, elles ont commencé à devenir un rappel douloureux de mon échec grandissant. Chaque lettre était une réclamation silencieuse de la promesse que je brisais progressivement. Et moi, dans ma profonde lâcheté, j'ai commencé à les craindre. Et puis, j'ai simplement arrêté de répondre. Il se tourna vers elle, les yeux pleins d'une honte ancienne et profonde.
Je me disais que c'était pour te protéger, pour te libérer, pour que tu puisses suivre ta vie sans que je te gêne. Mais c'était un mensonge. C'était pour me libérer de ma propre culpabilité insupportable. Et puis j'ai rencontré Hélène, ma défunte épouse. Elle était exactement comme j'étais devenu, ambitieuse, concentrée, implacable. Nous n'avions pas un amour comme le nôtre, Joe. Cet amour juvénile qui semble pouvoir incendier le monde entier. Le nôtre était un partenariat froid, une fusion calculée d'ambitions complémentaires. Construire l'empire Médérostech est devenu ma seule raison de vivre, parce qu'il était infiniment plus facile de se concentrer sur des feuilles de calcul et des actions en bourse que sur le trou géant que j'avais dans la poitrine. Le trou qui portait ton nom. Il se rassit, le corps lourd d'épuisement émotionnel. Je ne t'ai jamais oublié, Jeanne. Pas un seul jour. Tu es devenue mon fantôme personnel, ma hantise constante. À chaque réunion importante, à chaque dîner de luxe, à chaque réussite professionnelle, il y avait une voix persistante dans ma tête qui murmurait « Et Joe, qu'en penserait-elle? Où est-elle maintenant? Je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui en fuyant constamment le garçon que j'étais quand je t'aimais. Et la vérité la plus douloureuse est que ce garçon pauvre, ce Joe, était un homme infiniment meilleur, plus honnête, plus humain que je ne le serais jamais. » Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Je ne suis pas revenu parce que j'avais profondément honte. Honte d'avoir brisé ma promesse sacrée. Honte de l'homme froid que j'étais devenu. Et cette honte, ironiquement, était plus grande que mon amour. J'ai été faible, un lâche. Et il n'y a pas un seul jour où je ne paie pas le prix terrible pour cela. La confession brutale, complètement honnête et douloureuse, flotta entre eux comme un nuage. Jeanne l'avait écouté en silence absolu, le visage impassible, mais ses yeux trahis enregistraient et absorbaient chaque mot comme s'ils étaient sacrés. Pour la première fois depuis leur retrouvaille traumatisante, elle ne voyait pas le milliardaire puissant ou le traître qui avait détruit sa vie. Elle voyait seulement Joe, le jeune homme vulnérable qui s'était complètement perdu en chemin, qui avait été dévoré par le monstre qu'il essayait de vaincre. Sa colère, qui avait été son bouclier protecteur pendant si longtemps, commença enfin à se dissoudre, comme du sel dans l'eau, laissant place à une tristesse profonde, mais non destructrice. Une tristesse pour eux deux, pour la belle vie qu'ils auraient pu avoir ensemble, pour les erreurs humaines qui les avaient menés à cette chambre silencieuse. Elle ne dit pas immédiatement « je te pardonne ». Il était trop tôt pour des mots si définitifs, mais elle dit quelque chose qui, pour Armand, signifiait encore plus, quelque chose qui ouvrit une porte. « Tu as besoin de dormir un peu, Joe, tu es complètement épuisé. » C'était un petit geste de soin sincère. Le premier vrai pont sur l'abîme. La paix fragile entre eux, cependant, fut brutalement courte. La crise qu'ils pensaient avoir surmontée ne faisait que se regrouper silencieusement pour une attaque beaucoup plus violente et terrifiante. 2 jours après cette conversation révélatrice, la fièvre de Clara revint avec une vengeance effrayante, plus forte, plus tenace, plus agressive. La fillette, auparavant juste somnolente, était maintenant visiblement agitée, gémissant doucement, la respiration rapide et dangereusement superficielle, le visage trop rouge. Le médecin de famille, le pédiatre de renom Dr Auguste Ferreira, qu'Armand avait fait venir d'urgence au manoir, l'examina avec une inquiétude croissante qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Ce n'est pas une simple infection virale », dit-il gravement à Armand et Jeanne, retirant son stéthoscope. « La fièvre ne cède pas correctement aux antipyrétiques les plus puissants. Son auscultation pulmonaire est extrêmement préoccupante. Je crains sérieusement qu'il ne s'agisse d'une pneumonie bactérienne agressive et vu son état avancé, elle est probablement déjà à un stade critique. » Il ferma sa mallette d'un clic définitif. « Elle doit être hospitalisée immédiatement. Nous ne pouvons plus traiter cela à la maison. Nous avons besoin d'un équipement hospitalier complet. » La peur revint en force, glaciale, paralysante, viscérale. Le mot « hospitalisé » résonna dans l'esprit de Jeanne comme une condamnation à mort, ramenant instantanément les fantômes terrifiants des hôpitaux publics surpeuplés, des files d'attente interminables, du manque chronique de ressources, des enfants mourant dans les couloirs. Elle aura la meilleure chambre du meilleur hôpital, les meilleurs soins disponibles dans le pays, dit Armand immédiatement, essayant désespérément de la rassurer. Mais sa propre voix était visiblement chargée d'une panique à peine dissimulée. En moins d'1 heure frénétique, il se trouvait dans la suite présidentielle du meilleur et plus cher hôpital pédiatrique du pays. L'environnement était absurdement luxueux, ressemblant plus à un hôtel 5 étoiles
qu'à un hôpital. Bois noble, œuvres d'art au mur, télévision à écran plat, canapé en cuir. Mais tout l'attirail médical intimidant, les moniteurs électroniques clignotants, les perfusions intraveineuses, les bips constants et agaçants, était un rappel brutal et constant de l'extrême gravité de la situation. Clara fut immédiatement placée sous une batterie agressive d'antibiotiques intraveineux de dernière génération. Mais son petit corps fragile luttait désespérément. La fièvre oscillait dangereusement, la respiration restait difficile et superficielle, les lèvres commençaient à devenir légèrement bleutées. Armand et Jeanne ne la quittèrent pas d'une seconde. Ils devinrent une équipe parfaitement synchronisée, un duo de parents complètement unis par la peur paralysante. Ils s'occupaient obsessionnellement de toute la logistique complexe, parlaient constamment avec les médecins pour exiger des mises à jour, s'assuraient que rien ne manquait, engageaient les meilleurs spécialistes du pays pour obtenir un deuxième et un troisième avis. Elle s'occupait de l'essentiel, de l'humain. Elle tenait la petite main chaude de Clara, chantait doucement les berceuses qui l'apaisaient toujours, passait un gant de toilette humide, avec affection sur son front fiévreux, murmurait des mots d'amour et d'encouragement. Dans les longs silences pesants des nuits d'hôpital, lorsque seul le bip régulier des moniteurs brisait le silence oppressant, il parlait. Jeanne racontait des histoires précieuses sur l'enfance de Clara, qu'il n'avait jamais connue. La première fois qu'elle avait marché seule, chancelante et riante. Son adorable entêtement à manger des brocolis, faisant des grimaces dramatiques. Sa manière particulière de serrer trop fort dans ses bras quand elle avait peur, comme si elle voulait fusionner avec sa mère. Armand écoutait, absorbé, buvant chaque détail de la vie qu'il avait stupidement perdue, le cœur à la fois endolori d'un amour grandissant et d'un profond regret. Lui, à son tour, lui parlait de ses propres rêves d'enfance oubliés, de son père qu'il avait perdu trop tôt à cause de l'épuisement, de comment lui et Jeanne étaient les deux moitiés de la même âme brisée. Le passé douloureux et le présent incertain commencèrent à s'entrelacer subtilement, non plus comme des sources exclusives de douleur, mais comme les fils colorés d'une tapisserie complexe, qui était leur histoire unique. La crise principale et terrifiante survint dans la troisième nuit interminable. Un des moniteurs cardiaques se mit à biper de manière stridente et désespérée, un son qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. La saturation en oxygène dans le sang de Clara chutait dangereusement, plongeant à des niveaux critiques. Toute une équipe de médecins et d'infirmières envahit la chambre en courant, les poussant sur le côté. « Nous devons l'emmener en soins intensifs pédiatriques maintenant !» cria le médecin-chef avec urgence, plaçant déjà un masque à oxygène sur le visage pâle de Clara. Son poumon gauche est en train de s'affaisser partiellement. L'infection est beaucoup plus agressive que nous le pensions initialement. Ils furent littéralement poussés hors de la chambre, dans le couloir froid et impersonnel de l'hôpital, tandis que le petit lit de Clara était emmené en toute hâte vers l'unité de soins intensifs, entouré de professionnels qui couraient. La lourde porte de l'USI se referma définitivement devant eux, une barrière physique les séparant brutalement de leur fille. Ce qui suivit furent les heures les plus longues, les plus torturantes, les plus insupportables de leur vie. La salle d'attente de l'USI était un purgatoire moderne. Chaque minute était une éternité douloureuse. Chaque seconde s'étirait comme une heure. Ils ne parlaient pas car il n'y avait pas de mots adéquats pour ce moment. Ils s'asseyaient simplement côte à côte sur des chaises en plastique inconfortables, unis dans leur désespoir silencieux et absolu. L'impuissance était totale et dévastatrice. Tout l'argent obscène d'Armand, tout son pouvoir d'entreprise, toutes ses relations, tout était complètement inutile face à la fragilité terrifiante de la vie de sa fille de 8 ans. Ce fut Jeanne qui craqua finalement. Le contrôle surhumain qu'elle avait héroïquement maintenu pendant tant d'années, la force inébranlable qui l'avait fait survivre à tout, céda finalement complètement. Elle se mit à pleurer. Un pleur convulsif, profond, sans son au début, les épaules secouées violemment. Et puis le son vint, un gémissement de douleur pure qui brisa le cœur de tous dans la salle d'attente. « C'est ma faute », sanglotait-elle de manière incontrôlable, les mains couvrant son visage. « J'aurais dû l'emmener chez un médecin plus tôt. Je n'avais pas d'argent, mais j'aurais dû trouver un moyen. Je l'ai laissé tomber malade. Je ne l'ai pas protégé. Tout est de ma faute. » Armand, voyant sa douleur déchirante, sentit sa propre douleur se transformer en un besoin féroce et primitif de la protéger, de la réconforter. Il la serra fort dans ses bras, pas une étreinte maladroite comme les premières fois, mais une étreinte désespérée, forte, complète.
Il la tira contre lui avec force, la laissant pleurer sans réserve sur son épaule, laissant ses larmes mouiller sa chemise. « Ce n'est pas ta faute, Joe », murmura-t-il à plusieurs reprises dans ses cheveux, utilisant l'ancien surnom avec tendresse, la tenant comme si elle allait se briser. « Ce n'est pas ta faute. Ça ne l'a jamais été. Tu l'as maintenue en vie contre toute attente. Tu as été son héroïne toutes ces années. La faute est exclusivement la mienne, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pris soin de vous deux quand vous en aviez le plus besoin. Je ne peux pas la perdre. » Joe pleurait-elle désespérément, agrippant sa chemise avec force. « Elle est tout ce que j'ai au monde. Elle est la seule bonne chose que j'ai jamais faite dans ma vie. Je ne survivrai pas si elle... Nous n'allons pas la perdre, » dit-il avec une conviction de fer qu'il força dans sa voix, essayant de lui transmettre une certitude qu'il ne ressentait pas lui-même. « Elle est forte, Joe, forte comme sa mère. Elle va se battre et elle va gagner, je te le promets. » Dans cette étreinte serrée, au milieu de l'odeur antiseptique de l'hôpital et de la peur omniprésente de la mort, les dernières défenses entre eux tombèrent complètement, se réduisirent en poussière. Ils n'étaient en plus Armand et Jeanne, le milliardaire et l'ex-petit ami. Ils n'étaient plus Joe, les amoureux adolescents. Ils étaient simplement un père et une mère complètement terrifiés, s'accrochant désespérément l'un à l'autre comme deux naufragés uniques au milieu d'une violente tempête. Leur alliance fut définitivement scellée à ce moment de désespoir absolu, non par un contrat ou une confession, mais par la peur partagée de la perte la plus insupportable de toutes. Le médecin-chef apparut enfin à la porte de la salle d'attente des heures plus tard. Le visage visiblement fatigué, sa blouse blanche froissée et tachée, ses lunettes embuées. Ils se séparèrent immédiatement, se levant, retenant leur souffle, se tenant la main avec une force douloureuse. « Nous avons réussi », dit le docteur Ferreira, la voix épuisée mais portant une trace indubitable de soulagement. Ce fut une bataille médicale difficile. L'infection était extrêmement sévère et agressive. Nous avons dû effectuer une procédure de drainage d'urgence dans le poumon gauche, insérer un drain thoracique. Il prit une profonde inspiration. Mais elle a bien réagi à la procédure et aux antibiotiques. C'est une fillette incroyablement forte, vous savez, beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. La saturation en oxygène augmente progressivement, se stabilisant. La fièvre a commencé à céder. Elle a passé le pire moment. Elle va s'en sortir. Elle va se rétablir complètement. La vague de soulagement fut si violente, si écrasante, qu'elle faillit les faire tomber physiquement. Jeanne tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital, les mains couvrant son visage, pleurant maintenant de pure gratitude, de soulagement indescriptible. « Dieu merci. Dieu merci !» Armand s'appuya lourdement contre le mur, les jambes tremblant de manière incontrôlable, ayant l'impression d'avoir vieilli de 20 ans au cours de ces dernières heures infernales. Quand ils purent enfin entrer dans l'USI pédiatrique, ils virent Clara dans une couveuse moderne, entourée de tubes, de fils et de moniteurs clignotants, mais respirant calmement et régulièrement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme constant, hypnotique, le plus beau son du monde. Elle était vivante, vivante. Ils restèrent là, main dans la main, regardant leur fille à travers la vitre de la couveuse. Le monde extérieur avec ses manoirs opulents, ses entreprises milliardaires, ses majordomes hostiles, tout avait complètement disparu. Le seul univers qui importait vraiment était contenu dans ce petit espace de verre et de moniteurs. La terrible crise les avait poussés à la limite absolue du supportable, au bord du gouffre, mais dans le processus, elle avait complètement brûlé les ponts de ressentiment et d'orgueil qui les séparaient. Ils étaient entrés dans cet hôpital comme deux personnes brisées et séparées par le passé. Ils en sortirent comme une vraie famille, forgés dans le feu de la peur et unis par la promesse sacrée d'un avenir partagé. La sortie de Clara de l'hôpital, 2 longues semaines plus tard, ne fut pas la fin de l'épreuve, mais le véritable premier jour du reste de leur vie de famille. La fillette retourna au manoir non plus comme une invitée temporaire ou une intruse tolérée, mais comme la princesse absolue d'un royaume qui était désormais légitimement le sien. La grave maladie avait laissé son corps visiblement fragile, et la convalescence fut un processus lent et délicat qui exigea une patience infinie et des soins constants. Et c'est précisément dans ces soins quotidiens que leur famille, fraîchement née de ses cendres, apprit à respirer à l'unisson parfait. Armand se plongea dans la paternité avec la même intensité obsessionnelle qu'il consacrait autrefois exclusivement aux affaires. Il annula tous ses voyages internationaux prévus pour les 6 prochains mois. Il délégua 90% de ses responsabilités de direction chez Medérostech
à des directeurs de confiance. Et il transforma le manoir en un véritable centre de convalescence dédié à sa fille. Il apprit patiemment à prendre correctement la température, à donner les médicaments aux heures exactes, à préparer les bouillies nutritives de fruits que le nutritionniste avait spécifiquement recommandées. Les nuits qui étaient autrefois exclusivement remplies de rapports d'entreprise et d'emails, Urgent étaient désormais entièrement consacrés à lire des histoires à Clara, jusqu'à ce qu'elle s'endorme tranquillement. Il lisait sur des mondes enchantés et magiques, sur des dragons courageux et des fées bienveillantes. Et dans chaque histoire lue, il tentait secrètement de réécrire la sienne, essayant désespérément d'être le héros qu'il n'avait jamais été. Jeanne, au début, observait cette transformation radicale avec une prudence naturelle et méfiante. Il était profondément difficile pour elle, qui avait été le seul rempart impénétrable de protection pour sa fille pendant 8 longues années, de partager soudainement ce rôle sacré avec quelqu'un. Mais il était absolument impossible de nier la sincérité totale de l'effort d'Armand. Elle l'entendait se réveiller seule à 3 heures du matin pour vérifier la respiration de Clara. Elle voyait la frustration sincère dans ses yeux lorsque la fillette refusait obstinément de manger. Et elle voyait la joie pure, enfantine, sur son visage lorsque Clara riait enfin d'une de ses grimaces idiotes ou de ses blagues sans saveur. Peu à peu, progressivement, elle commença à baisser sa garde défensive, à lui permettre d'être un vrai père, à leur permettre d'être des parents ensemble. Ils devinrent une équipe parfaite, synchronisée. Ils passaient des heures à parler des petits progrès quotidiens de Clara, de leurs peurs partagées et de leurs espoirs grandissants. Les conversations ne portaient plus exclusivement sur le passé douloureux qui les blessait. Elles portaient sur l'avenir qu'ils tentaient de construire ensemble pour leur fille. L'abîme qui les séparait se comblait lentement, mais sûrement par de petits ponts quotidiens de confiance et d'un but commun. Cependant, l'ancien ordre de la maison luttait encore désespérément pour survivre, incarné obstinément par la figure inflexible de Bernard. Le majordome conservateur voyait la nouvelle dynamique familiale non pas comme une évolution ou une guérison, mais comme un désordre chaotique, une rupture inacceptable du protocole qui insultait profondément la mémoire de son ancienne et vénérée patronne, Hélène. Il maintenait la maison physiquement impeccable, remplissant ses fonctions, mais son mécontentement était une présence froide et constante. Un rappel persistant que Jeanne et Clara étaient, pour lui, des intruses qui ne méritaient pas d'être là. La confrontation finale et définitive eut lieu un dimanche après-midi pluvieux. Jeanne était dans la cuisine, en train de préparer une collation spéciale et saine pour Clara, une recette que la nutritionniste avait recommandée. Lorsque Bernard entra, il l'ignora complètement comme si elle était invisible et commença à donner des ordres secs à l'une des nouvelles employées. « Assurez-vous que les cristaux de la salle à manger soient polis exclusivement avec le produit importé spécifique, » dit-il froidement. Madame Hélène était extrêmement exigeante à ce sujet. Elle avait des standards élevés, des standards impeccables que cette maison semble progressivement oublier. La pique était directe, intentionnelle, cruelle. Jeanne sentit le sang lui monter à la tête. L'humiliation la brûlait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre ou ravaler une autre insulte silencieuse, la voix d'Armand retentit, ferme, depuis la porte. « Bernard, dit-il. » La voix calme mais portant un poids indéniable d'autorité que le majordome n'avait pas entendu depuis longtemps. « Venez dans mon bureau, maintenant, immédiatement. » Dans la bibliothèque silencieuse, Armand ne cria pas. Il ne perdit pas le contrôle. Il fut chirurgical, précis, définitif. « Bernard, commença-t-il, regardant droit dans les yeux de l'homme plus âgé, « je vous dois beaucoup. Vous avez pris soin de cette maison, de moi et de la mémoire d'Hélène avec une loyauté impeccable pendant de nombreuses années difficiles. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Vous avez mon respect. » Il fit une pause significative. « Mais cette phase de ma vie est définitivement terminée. Madame Hélène est partie et cette maison a une nouvelle maîtresse et une jeune héritière. Leurs noms sont Jeanne et Clara. Elles sont ma famille, l'avenir de cette maison, mon avenir. Et votre attitude constante envers elles a été inacceptable. » Bernard tenta de se défendre, se redressant. « Monsieur, je n'essayais que de maintenir les standards que Madame Hélène. La mémoire d'Hélène sera toujours honorée dans cette maison, » le coupa fermement Armand. « Mais elle ne sera jamais utilisée comme une arme pour blesser ma famille présente. Je comprends parfaitement que ce changement soit difficile pour vous. C'est pourquoi je vous donne un choix clair et définitif. » Il poussa une épaisse enveloppe sur la table. « Vous pouvez rester.
accepter complètement la nouvelle réalité et traiter Jeanne et Clara avec le respect et la déférence qu'elles méritent en tant que ma future épouse et ma fille. Ouh, il désigna l'enveloppe. Vous pouvez accepter cette indemnité de départ. Elle est extrêmement généreuse, suffisante pour que vous preniez votre retraite confortablement n'importe où dans le monde que vous choisirez. La décision vous appartient exclusivement, mais elle doit être prise maintenant, à cet instant. Bernard regarda l'enveloppe lourde, puis le visage déterminé de son patron, et il vit clairement que l'homme hésitant qu'il avait servi ces dernières années avait complètement disparu. À sa place, se tenait un roi protégeant férocement son royaume. Le majordome, un homme du passé, un homme d'ordre ancien et de loyauté dépassée, comprit que son temps ici était définitivement terminé. Il prit l'enveloppe avec dignité. « Ce fut un honneur de servir votre famille pendant toutes ces années, monsieur Armand. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de bonheur. » Et avec une dernière révérence respectueuse et protocolaire, il se retira pour toujours. La dernière ancre qui rattachait Armand à son ancienne vie venait d'être définitivement coupée. Avec le départ de Bernard, le manoir commença enfin à se transformer véritablement en un foyer plein de vie. Les règles rigides furent progressivement assouplies. Le son du rire cristallin de Clara résonnait joyeusement dans les couloirs autrefois silencieux. Jeanne, se sentant enfin plus en sécurité et acceptée, commença à s'épanouir comme une plante qui reçoit enfin le soleil. Armand, remarquant qu'elle passait des heures à dessiner et à peindre dans un carnet avec Clara, lui aménagea par surprise et avec affection un petit atelier complet dans l'une des chambres d'amis vides, avec des toiles de toute taille, des peintures professionnelles de haute qualité, des pinceaux variés et tout ce dont une artiste pouvait rêver. Jeanne, qui avait complètement abandonné son talent artistique naturel pour survivre au quotidien, redécouvrit sa passion d'antan. Elle peignait compulsivement. Elle peignait des paysages vifs de son enfance simple, la rivière où elle s'était assise avec Joe, le soleil brutal de la campagne. Et elle peignait des portraits émouvants de Clara à différents moments, dormant, riant, jouant. Et peu à peu, timidement, elle commença à peindre Armand. Pas le milliardaire intimidant en costume cher, mais l'homme réel qui lisait des histoires avec des voix amusantes à sa fille, le père qui poussait la balançoire dans le jardin fleuri, qui dessinait des crocodiles ridicules avec des oreilles. Ces peintures étaient une chronique visuelle de leur guérison progressive, de la reconstruction délicate d'eux. Les mois se transformèrent en saisons. Clara était complètement rétablie, une fillette saine, pleine de vie et heureuse. La relation d'Armand et Jeanne s'était immensément approfondie, transformée d'une romance juvénile et idéalisée en un partenariat mature, solide, basé sur un profond respect et un amour redécouvert et infiniment plus fort qu'auparavant. Par un bel après-midi de printemps, exactement le jour anniversaire où elle avait frappé désespérément à sa porte un an plus tôt, Armand l'emmena pour une promenade spéciale dans le jardin. L'endroit était entièrement couvert de fleurs colorées qu'il avait fait planter spécialement. Non pas des fleurs chères et exotiques, mais des fleurs simples qu'elle aimait, des marguerites, des tournesols, des roses sauvages. Il la guida jusqu'à un banc de pierre sous un spectaculaire ipé en fleurs. « Il y a exactement un an, commença-t-il doucement, lui tenant les mains avec tendresse. Tu es venu chez moi demander humblement un travail, de la nourriture, un abri, et à la place, tu m'as donné toute une vie. Toi et Clara, vous m'avez ramené du monde des morts émotionnels. Vous m'avez appris à ressentir à nouveau, à vivre vraiment. » Il s'agenouilla devant elle, un geste qui reflétait parfaitement sa supplication à sa porte un an auparavant, mais qui était maintenant chargé d'une signification complètement différente et sacrée. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant ostentatoire et vulgaire, mais une bague simple et élégante en platine avec un unique et petit saphir de la couleur exacte de ses yeux. « Jeanne !» sa voix trembla d'émotion. « J'ai passé 12 ans à construire un empire vide sur les fondations d'une promesse brisée. Maintenant, je veux passer le reste de ma vie à construire un vrai foyer sur les fondations d'une nouvelle promesse. Une que je ne briserai jamais. Jamais. Je ne veux pas être seulement le père de ta fille. Je veux être ton compagnon, ton meilleur ami, ton mari. Je veux me réveiller à tes côtés chaque jour, affronter ensemble les tempêtes et célébrer les jours de soleil. Je t'aime, Joe. Je t'aime plus profondément que ce jeune homme qui t'a laissé derrière lui, parce que maintenant je connais ta vraie valeur, et je connais la mienne. » Des larmes coulaient sur son visage. « Épouse-moi. Laisse-moi enfin tenir la promesse que j'ai faite il y a si longtemps. Laisse-moi être l'homme que tu as toujours mérité.
Jeanne, les yeux remplis de larmes de pur bonheur, n'hésita pas une seconde. « Oui » murmura-t-elle, émue, souriant à travers les larmes. « Oui, cette fois-ci, Joe. Oui. » Il lui passa la bague au doigt, avec des mains tremblantes, et là, dans ce jardin parfumé, le cycle douloureux de la séparation se referma définitivement, laissant place à un cercle parfait d'amour véritable. La scène finale se déroule 2 ans plus tard, un samedi matin ensoleillé. C'est le 11e anniversaire de Clara. Le jardin du manoir est méconnaissable. Ce n'est plus un espace formel, silencieux et intimidant. Il est absolument plein de vie. Des ballons colorés partout, de la musique pour enfants qui jouent fort, des tables avec des bonbons et des amuse-gueules, et des dizaines d'enfants qui crient, courent et jouent joyeusement. C'est une vraie fête d'anniversaire, bruyante, chaotique, merveilleuse et pleine de vie trépidante. Armand et Jeanne, maintenant officiellement mariés depuis 1 an, observent la belle scène depuis la véranda, main dans la main. Ils ne portent pas de costume, elles ne portent pas de bijoux chers. Ce sont juste un père et une mère ordinaires, regardant avec un amour infini leur fille qui court, heureuse et en parfaite santé, parmi ses amis, riant sans cesse. La maison n'est plus un mausolée silencieux, c'est un vrai foyer, plein d'amour et de vie. Clara court vers eux, son adorable visage barbouillé de chocolat du gâteau, un sourire radieux illuminant tout. « Papa, maman, venez jouer avec nous !» crie-t-elle, les serrant tous les deux dans ses bras. Armand la soulève facilement dans ses bras, embrassant tendrement son visage. Jeanne replace affectueusement une mèche de cheveux sur le front de sa fille. Dans cette triple étreinte serrée se trouve l'image parfaite du bonheur complet. Un bonheur durement gagné, mérité, réel. Un des petits amis de Clara, courant de manière incontrôlée, trébuche et renverse un verre entier de jus d'orange près d'Armand. Le liquide tache son pantalon clair. Le garçon est terrifié, se figeant. « Désolé, monsieur » balbutie-t-il, effrayé. Armand se contente de rire aux éclats, sans s'en soucier. Il pose doucement Clara par terre et s'agenouille devant le garçon effrayé. « Ne t'inquiète pas, champion » dit-il avec un sourire sincère. « C'est juste du jus. » Les taches s'en vont facilement. L'important est de continuer à jouer et à s'amuser. Il regarde Jeanne par-dessus l'épaule de l'enfant et ils partagent un sourire profond. Un sourire qui contient le souvenir d'autres tâches, d'autres accidents, d'un passé difficile qui a failli les détruire, mais qui à la fin les a unis pour toujours, plus fort. La transformation était complète. L'homme qui s'était fermé au monde à cause d'une perte, qui avait construit des murs de solitude, ouvrait maintenant complètement les bras à la vie, au désordre, à l'amour imparfait et réel. Reconnaissant pour chaque petite et merveilleuse tâche de bonheur, Jeanne s'approche, enlaçant Armand par derrière, posant sa tête sur son épaule. « Tu as réussi, Joe » murmure-t-elle pour qu'il soit le seul à entendre. « Tu es rentré à la maison, vraiment. » Il se retourne et l'embrasse doucement. « Nous avons réussi, Joe, ensemble. » Et là, entourés par le son d'enfants heureux, sous le soleil chaud qui les avait un jour séparés et qui maintenant les réchauffait ensemble, ils trouvèrent enfin ce qu'ils avaient toujours cherché. Un foyer, une famille, un amour qui avait survécu à l'impossible. Alors les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante d'amour, de pardon et de seconde chance? Armand a-t-il obtenu sa rédemption? Jeanne a-t-elle été courageuse de pardonner? Laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et commentez quel a été le moment qui vous a le plus ému. Voulez-vous plus d'histoires comme celle-ci? À la prochaine!